persuadée qu'il allait avoir du trapèze. Et dans ma tête, du trapèze au Vox, je ne voyais pas. C'est ça, c'est pas la salle. On ne pourrait pas, oui. Si c'est ça. Alors, parce que du coup, je pense que les gens vont venir peut-être ayant en tête des acrobaties alors j'aurais voulu savoir vous comment vous avez conçu votre spectacle en fait. C'est un projet oui, qui a ce côté étrange, très difficile à raconter, parce que effectivement déjà d'emblée la forme n'était pas prévue. Au sens où on n'a pas, comme ça arrive souvent dans un spectacle, imaginé quelque chose qu'on a ensuite réalisé à partir d'idées qui étaient prêtes à être réalisées. C'est vraiment un travail très documentaire en fait, au sens où la réalité a été le guide de cette création. Donc tout est parti d'une rencontre avec Suzanne, qui est donc une acrobate des années 1950-1960, qui est encore vivante aujourd'hui, qui a aujourd'hui 90 ans. Ah ben ça c'est la pleine forme, 30 ans. C'est là qu'il faut prendre une décision pour l'avenir. Oui. Et alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire dans ton avenir? J'ai acheté un téléphone portable en guise de caméra et j'ai commencé à filmer nos rencontres. Oui. Et c'est devenu l'aventure au cours dont je ne connaissais pas la fin. Au départ, je ne l'ai pas rencontré dans l'idée de faire un spectacle ou quelque chose, même n'importe quelle forme à partir de son histoire. Je l'ai rencontré un peu par hasard, par l'intermédiaire de ma grand-mère, parce que je me documentais sur le cirque d'avant le cirque contemporain. Comprendre quelle était la vie des artistes qui ont connu le cirque, en gros, d'avant les années 70. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'il y en avait qui étaient encore vivants. Donc moi, au départ, je me documentais plutôt sur des archives, des articles, etc. Et c'était un moment un peu fou de se dire « mais je peux rencontrer quelqu'un qui vient de ce milieu-là ». Suzanne a 17 ans, Roger 26. Rapidement, ils signent un premier gros contrat avec un cirque et partent 9 mois en tournée. En 51. On venait juste de se marier. Oui. On était partis en Afrique du Nord, au cirque Zerbini. Bon, tu vois là, c'est toujours pareil, c'est pas la peine que je te le déballe. Et puis assez vite, quand je l'ai rencontré, j'étais vachement touchée par son histoire, troublée aussi d'apprendre des choses que j'ignorais, même des choses qui contredisaient ce que je m'imaginais de cette époque, de comment ça fonctionnait, notamment le fait qu'elle ne venait pas du tout d'une famille de cirque, qu'elle n'avait aucun lien avec le cirque avant de commencer, etc. Et du coup, j'ai enregistré, la première fois j'ai fait comme vous, j'ai juste enregistré comme ça pour pouvoir noter plus facilement derrière. Et finalement, assez vite, je lui ai demandé si on pouvait refaire des entretiens où je la filmerais et si elle pouvait me réapporter ses documents, parce que ce qui était assez impressionnant, c'est qu'elle avait gardé énormément d'archives de sa carrière, qui a duré 15 ans, ce qui à la fois est beaucoup et très peu à l'échelle de sa vie, puisqu'elle a 90 ans. Et donc voilà, tout est parti de là. C'est Suzanne Marcaillou à Toulouse. J'ai bien reçu ton message. Et alors, je suis d'accord pour te rencontrer. Les dents du bonheur, bon ben, on remplacera le fichier. C'est les dents de la fortune. Les dents du bonheur et de la richesse. Ah ben j'attends la richesse. Le bonheur, je l'ai eu, mais la richesse, non. Ça va, non? Le truc de Hitler, Dalida, ça, il n'y a pas de son. Petit appartement. On avait un petit appartement où j'habite toujours, d'ailleurs. Et il y avait mes parents d'un côté, ma tante de l'autre, donc c'était... Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, mais assez vite, je lui ai dit j'aimerais bien voir si s'il serait possible de reconstituer ton numéro avec des acrobates aujourd'hui. Aussi parce que le cadre aérien a existé déjà comme pratique depuis très longtemps, mais je me suis rendu compte que ça ne se pratiquait pas du tout pareil avant le cirque contemporain, justement. Dans un petit jardin de Montreuil, le juriste et le restaurateur scellèrent leur amitié
en répétant inlassablement, des mois durant, le numéro dont ils avaient rêvé ensemble. Le clou de ce numéro, c'était un saut que nul avant eux n'avait osé tenter. Ils l'appelèrent le saut de la mort. Plusieurs centaines de fois, Charlie sauta. Et voilà, je lui ai dit on va essayer de reconstituer ton numéro puisque la seule archive que tu as pas, si je comprends bien, c'est une vidéo. On va le faire, on va le filmer et on va compléter ta documentation. Mais là aussi, c'était pas dans l'intention de forcément le montrer sur un plateau. En fait, on n'avait aucune idée de où on allait. C'était vraiment un travail comme un peu parallèle, de recherche un peu fondamentale. Ouais, de création. C'est ça. Sauf que de fil en aiguille, il s'est passé plein de choses assez étonnantes. D'abord, à un moment, elle a voulu quitter le projet parce qu'elle avait des gros soucis personnels. Que je raconte dans le spectacle maintenant. Et puis finalement, on a retrouvé un spectateur qui avait vu le numéro, qui nous a beaucoup aidé à comprendre comment était le numéro. Avec elle, ça a été un soutien en fait de mémoire vraiment très précieux. Et puis ensuite, quand les acrobates ont été disponibles, on s'est mis à travailler et à chercher. Mais sans savoir la première résidence si on y arriverait en fait. Parce que c'était tellement différent que je disais, mais c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est un autre univers du cadre. Et puis c'était assez facile en fait de refaire les figures. Sauf certaines choses qui n'étaient pas spécifiques au cadre et notamment des portées-mâchoires. C'est génial. Ah, et ça, c'est peut-être ces sangles de planche, tu vois? Non. Oh, ça, c'était la séparation dans une mode. Ah bon? Ça sert à rien. Et donc, voilà, c'était vraiment comme un laboratoire. Moi, je dis que c'était une colonie de cirque, mais il y avait vraiment un aspect comme ça, très joyeux. Elle était là, elle nous guidait pour nous expliquer comment il faisait. Et assez vite est aussi apparu l'enjeu de la sécurité, puisque une des énormes différences, c'est qu'à cette époque, le cadre se pratiquait à très grande hauteur sans sécurité, ce qui se fait plus du tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de lâchers, beaucoup de figures beaucoup plus impressionnantes au cadre, mais par contre, il y a tout le temps des tapis ou une longe. Donc l'enjeu, c'était peut-on refaire ce numéro comme il le faisait, effectivement moins dangereux que ce qu'on fait aujourd'hui, mais sans sécurité. Ça a été aussi un gros questionnement qui a dirigé un peu ces recherches. D'habitude, je suis jamais sur scène. Je suis cachée dans les gradins pour regarder et accompagner d'autres que moi qui donnent de leur sueur pour faire vivre le cirque. Mais cette fois-ci, j'étais trop impliquée dans cette histoire et j'ai pas pu demander à quelqu'un d'autre de le faire à ma place. Alors je m'y suis collée. Et j'en ai profité pour mettre tout ce que j'aime. Les archives, les collages, Dalida et le cirque. Alors, comment je suis arrivée là? Tout a commencé en 1994. J'ai 6 ans. Je suis avec mon père, ma sœur et ma mère. Et on va voir le Cirque Plume. J'ai adoré le spectacle, mais je me souviens de rien. Il y a eu une période où on s'est demandé si ce serait un film. Est-ce que ça pourrait devenir un film documentaire? Parce qu'on adore ce support artistique, on le trouve passionnant, qu'on a eu un peu l'ambition de nous aussi, on va faire un film documentaire. Et puis assez vite, on s'est dit, mais c'est pas vraiment notre média, c'est pas notre univers. Finalement, nous, on a vraiment un truc quand même avec la scène, avec le côté vivant. Et aussi une grande tristesse de voir que le documentaire, c'est très... personne ne les voit. Il y a quelque chose aussi qui est hyper triste de cet art qui est merveilleux et très clandestin. Et on s'est dit, non, nous, on veut partager vraiment cette histoire. Et aussi, moi, les documentaires qui me touchent le plus, c'est souvent quand le réalisateur, on le voit fabriquer ce qu'il est en train d'essayer de filmer, de chercher. Et donc on s'est dit, mais on pourrait justement, comment on pourrait allier la force du spectacle vivant qui est de venir vraiment au présent raconter quelque chose à quelqu'un, tout en alliant la force du documentaire qui peut, avec un travail de montage, résumer un foisonnement de la vie qu'on n'arriverait pas à faire sur scène. Et moi j'aime bien, alors il y a un truc un peu particulier, le fait que tu es face publique là, pendant que tu parles et qu'il y a le cadre.
tu prends un peu plus de focus Ouais. par rapport à avant. Parce qu'avant, tu étais de dos, du coup, on te regardait 2 secondes et après, on regardait que l'écran, quoi. Ouais. Mais moi, j'aime bien que ce soit un peu plus anecdotique la session numéro des Marcel Knack et qu'on soit un peu perdu entre te regarder toi et te regarder eux. Parce que j'ai l'impression que ça recentre après quand tu te refiles et que tu regardes Suzanne, ça remet un truc beaucoup plus sacré, beaucoup plus important sur Suzanne. Et vous regrettiez pas le cirque quand même un peu? Pas du tout. Moi, je suis catégorique. Il y a une période pour ça, une période pour autre chose. Voilà. Et puis à cette époque, on avait beaucoup de copains à Toulouse, qui sont tous morts maintenant. Oui. Alors on allait à la piscine, on discutait, et on continuait à se faire un peu d'acrobatie, mais dehors, oui. Mais rien de professionnel, rien du tout. Moi, à mon âge, j'ai 47 ans, je fais encore du sport. J'en fais un peu tous les jours.